circonstances. Bon, Boubacar, bonsoir. Bonsoir Pierre-Edouard, bonsoir mes co-débatteurs. Je suis aussi encore responsable politique au Parti des Asseni. Voilà, vous avez tous un cursus assez riche et ça se voit. Monsieur Nafingom Keïta dit mener un combat de principe pour surtout les futures générations. La ci-devant, directrice de l'OFNAC, maintient son recours devant la Cour suprême pour annulation du décret qui l'enlève à la tête donc de l'OFNAC. Intention qu'elle a réitérée ce vendredi lors de la passation de service entre Nafingom Keïta justement et sa remplaçante Seynabou Ndiaye Diakhaté. Moudban, je vais démarrer avec vous. Quel commentaire vous inspire l'attitude de Nafingom Keïta qui quand même monte au front pour faire face au gouvernement? Bon, moi tout d'abord, la première lecture que j'ai par rapport à cette affaire-là, contrairement à beaucoup d'observateurs, c'est la dame n'essaie pas de défier le chef de l'État ou bien les institutions. Parce que nous sommes dans un état de droit. Et il s'agit aujourd'hui dans cette affaire-là de rétablir l'état de droit. Le Sénégal connaît des difficultés, des problèmes depuis 2012. Et même avant, parce que lorsqu'on élisait le président Macky Sall à la tête du pays, c'était pour rétablir l'état de droit. Et aujourd'hui, j'ai retenu 3 choses dans sa déclaration. Elle a dit qu'il faudrait qu'on préserve la société démocratique, qui va au-delà même des institutions. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle lance un appel aux hommes politiques et aux autorités, parce qu'effectivement, il y a une véritable crise démocratique dans ce pays-là. Elle revient encore pour parler de la lutte contre la corruption. Elle dit que la lutte contre la corruption va continuer. Et elle a pointé du doigt les délinquants financiers. Et dans ce contexte, dans un pays dirigé par le président Macky Sall avec ses alliés, son parti et tout, si Mme Nafingom Keïta revient 4 ans après l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir pour parler de délinquants financiers, cela veut dire effectivement que la corruption se porte bien dans ce pays et que la lutte contre la corruption n'était qu'un slogan de campagne quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, la corruption est plus qu'hier une réalité dans ce pays. Nous traversons 3 crises. La première, c'est la malgouvernance économique, la malgouvernance politique et la malgouvernance judiciaire. La malgouvernance économique, ce sont tous les scandales depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, avec sa famille qui patauge dans les institutions, au sein de l'appareil de l'État, son frère qui a été épinglé du doigt dans l'affaire Petrotim, nous allons y revenir. Les scandales par rapport à Mittal, les marchés de gré à gré depuis qu'il est arrivé au pouvoir, les décrets d'avance qui sont devenus une institution, en tout cas un outil de gouvernance pour lui, pour s'enrichir ou enrichir ses amis. Il y a également la malgouvernance économique. Il n'y a plus de consensus fort dans les grandes questions sur le plan politique. On a vu comment le pouvoir est en train de gérer le fichier électoral. On a vu comment actuellement on ne sait pas quand est-ce que les élections législatives vont se tenir. Et vous avez tout de suite entendu le débat sur la question de la nationalité, nous allons y revenir, entre autres. Et je vais surtout encore revenir sur la crise au niveau de l'Assemblée nationale. L'opposition qui est privée de groupes parlementaires. Le président Macky Sall lui-même qui s'est impliqué dans la campagne du référendum, ça fait partie des crises de la crise de la malgouvernance politique. Et sur le plan judiciaire, on peut en parler. L'affaire de la CREI, qui est une institution, qui est une juridiction unique et cynique, qui a été ressuscitée par le pouvoir en place. Les chambres africaines extraordinaires, qui ont été créées pour juger le président Abré et qui violent la Constitution et même les lois du Sénégal. Le refus du gouvernement de respecter la décision du groupe de travail des Nations Unies. Le refus du gouvernement du Sénégal de respecter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Et j'en passe. Le Sénégal est en crise. Et moi, de mon côté, et notre mouvement du Bon Sénégal, nous encourageons la dame Nafingom Keïta à aller jusqu'au fond. Parce qu'il ne s'agit pas comme elle l'a dit, le recours ne vise pas le président de la République, M. Macky Sall. Le recours
vise à rétablir l'état de droit parce qu'aujourd'hui, c'est l'état de droit qui est menacé et que nos lois ont été violées par le président de la République qui a limogé une femme qui est à la tête de l'OFNAC et que son mandat est toujours en cours. Et la dame, Mme Seydou Diakhaté, ne devait pas, en tant qu'avocate, en tant que magistrate, accepter de jouer le jeu des pouvoirs des hommes politiques qui veulent l'utiliser pour faire un règlement politique par rapport à cette dame-là qui dérange tout le monde. Oui, Modou Fall, justement, existe-t-il un cas Nafi Ngom Keïta au sommet de la République? En tout cas, merci encore Pierre pour l'invitation. Donc je salue de passage mes co-débatteurs et l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices de DTV. Moi je pense que l'affaire Nafi Ngom Keïta est une affaire qu'il faut prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien, donc dans les motifs, dans l'exposé des motifs de la loi portant création de l'office, donc de l'Office national de l'OFNAC, il était clairement spécifié que c'était pour travailler sur une gouvernance vertueuse. Bon, l'autre mot, je vais y revenir, c'est la gouvernance sobre. Donc cette gouvernance vertueuse-là a poussé le président Macky Sall à lancer une série de réformes pour accompagner les corps et organes qui existaient déjà au Sénégal. Nous savons qu'à son arrivée, il y avait déjà des corps qui étaient là pour contrôler la gestion des services publics. Je peux citer l'IGE, je peux citer l'ARMP pour les marchés publics, la Cour des comptes et la SANTIF. Maintenant, il a voulu réformer un peu en mettant en place d'autres dispositifs et mécanismes, et réformes, pouvant lui permettre de dire aux Sénégalais qu'il œuvre pour une gouvernance vertueuse. Donc c'est pourquoi il a proposé 4 éléments. Le premier élément, c'est la réactivation de la CREI, la Cour de répression et d'enrichissement illicite. Donc cette Cour de répression et d'enrichissement illicite, ce que je suis en train de dire se trouve sur le document de l'OFNAC, portant création de l'OFNAC, et sur le rapport aussi, publié dernièrement par l'Office, le rapport 2014-2015. Donc pour vous dire que déjà la réactivation de la CREI, on a vu ce qui s'est passé, c'est en réalité une cour qui n'a traqué qu'une seule personne, en l'occurrence M. Karim Wade, qui a été traqué, emprisonné de manière arbitraire. Déjà, nous avons vu qu'il n'y a pas eu de réussite avec la réactivation de la CREI, jusqu'au moment où l'on parle. Premièrement. Deuxièmement, ils ont créé une loi portant création du code de transparence dans la gestion des affaires publiques. Et cette loi-là, on a constaté que depuis sa création en 2012, eux-mêmes, ils ne respectent pas cette loi. Parce que si vous prenez le document de la loi, vous allez constater qu'il y a énormément d'éléments sur lesquels le peuple, du point de vue de la transparence, parce que tout à l'heure, on a évoqué un élément capital qui revient à chaque fois sur les documents juridiques de création de l'OFNAC ou les autres documents. Et ces éléments-là, c'est la transparence dans la gestion. C'est du point de vue démocratique, donc la société démocratique qu'on veut bâtir. Et une société démocratique, en général, on doit la bâtir sur la base d'indicateurs. Et aujourd'hui, le constat est que ces indicateurs, normalement, qui doivent nous permettre d'avoir une démocratie stable et sincère, nous avons l'abus de pouvoir. Et dans ce cas d'espèce, on a constaté que dans le cas de Nafi Ngom Keïta, il y a eu abus de pouvoir. C'est quoi le problème? Le droit de nommer et de dégommer, c'est une prérogative exclusive réservée au président de la République. Ça, on n'en disconvient pas. Oui. Parce que de toute façon, du point de vue juridique, je ne vais pas revenir sur un débat comme quoi... Pourquoi cette affaire semble secouer la République? Or, il n'y a rien de plus normal qu'un président qui nomme puisse se dégommer. Vous avez suivi les débats, à condition quand même que la période arrive. Pour renouveler un mandat, il faut quand même avoir les 3 ans, comme indiqué sur la loi. Donc, je vais y revenir, parce que de toute façon, il y a d'autres éléments. Donc, il y a eu cet abus de pouvoir. Mais aussi, il y a eu les problèmes d'égalité dont on a parlé, qui sont des indicateurs. La tolérance politique. Vous avez vu, et vous conviendrez avec moi, que du point de vue tolérance politique, il y a des difficultés. Donc, le pays en crise, comme il a dit tout à l'heure, entre le parti ou la mouvance présidentielle et l'opposition. Les opposants depuis plusieurs années, en l'occurrence les membres du Parti démocratique sénégalais, sont traqués. Il y a eu plus de 30 personnes qui ont été emprisonnées en l'espace de 2 ans. Donc pour en revenir au fait que si vous regardez bien, ces 4 éléments dont j'ai parlé, la CREI, ça ne mène nulle part, parce qu'il y a une seule personne qui a été traquée, donc en l'occurrence Karim Wade. Le code de transparence qui, dans ces lignes, indique que l'information doit être envoyée périodiquement sur Internet. Ils ont même cité le mot sur les sites Internet pour permettre aux citoyens sénégalais d'être au courant de ce qui se passe du point de vue de la gestion des finances publiques.
Et la loi disait clairement qu'un calendrier, écoutez bien ce que je suis en train de dire, un calendrier devait être établi donc à l'entame du budget pour permettre à l'ensemble des citoyens d'être au courant de tout ce qui se passe du point de vue de la gestion des affaires publiques. Et ça n'a pas été respecté. Cela veut dire qu'aujourd'hui, donc le problème que nous avons, c'est un problème de communication. Cela veut dire que les citoyens sénégalais ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement, de la manière dont les gestions publiques sont gérées. Oui. Je m'en veux pour exemple, l'affaire Petro-Tim. Depuis quand ça a été évoqué? Et jusqu'au moment où on parle, il n'y a rien de clair. Les Sénégalais ne sont pas informés, etc., etc., etc. Donc c'est dans cette situation que nous avons. J'ai déjà donné 2 éléments. Ensuite, le président nous a dit, je vais créer un ministère uniquement pour se charger de la promotion de la bonne gouvernance. Et la suite, c'était quoi? Ce ministère a été enlevé. Même si après on l'a recollé ailleurs, mais au départ, on s'était dit ministère avec portefeuille. Ce n'est plus le cas. Là, vous avez vu. Troisième élément. Et le 4e élément, c'est l'OFNAC. Et l'OFNAC, on a vu ce qui s'est passé. La dame, quand on l'a nommée, tous les Sénégalais applaudissaient. C'était la bonne personne à la bonne place. Maintenant, nous, ce qu'on ne comprend pas et qui a été publié dernièrement, au niveau du communiqué du Parti démocratique sénégalais, c'est pourquoi ce changement brusque et non justifié. Oui, René Pierre, à la lumière du cas Nafi Ngom Keïta, existe-t-il réellement une volonté de lutter contre la corruption de la part du président de la République? Merci Edouard. Avant de parler, j'aimerais quand même remercier Dieu, le seul détenteur du secret et l'heure de la résurrection, pour dire aux Sénégalais, Sénégalaises, que le président Macky Sall les aime. Et que moi aussi, qui est ici présent, je vous aime. Pour dire juste qu'il n'y a pas de cas Nafi Ngom Keïta. Et j'ai du mal à entendre les gens de l'opposition, surtout ce monsieur de Djubanti Sénégal, qui vient ici pour nous raconter des contes-vérités. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une république qui est le Sénégal et qu'il y a trop de manipulation dans ce pays. Et les peuples éléments sont ce qu'ils sont. Les gens sont en train de manipuler pour dire des contes-vérités. Et c'est quoi la vérité, selon vous, la vérité, dans cette affaire? La vérité en est que Nafi Ngom Keïta, cela fait 3 ans, jour pour jour, que Nafi Ngom Keïta, l'acte qu'il a nommé est l'acte qu'il a relevé. Elle a été nommée en 2013, juillet 2013. Et quand elle a prêté serment, c'était en 2014. Mais il y a eu un traitement salarial conformément aux dispositions de l'OFNAC. Et jusqu'à présent, tout est passé de manière normale pour dire que Nafi Ngom Keïta, nous ne la sentons pas comme étant une personne qui est fiable. Parce que le plus souvent, les dossiers de l'OFNAC étaient sur le marché Sandaga à Tilène. Et à chaque fois qu'on entendait une personne, le lendemain, on le savait. Et ça, je pense que c'est pas normal pour un pays comme le Sénégal si on pense à créer cet état de droit. Et je pense que nous demandons à tout un chacun de dire la vérité. Parce que nous sommes confrontés à ce qu'on appelle l'acte et le dire. Et nous sommes tous des Sénégalais, nous avons le même dénominateur commun. Pour dire qu'aujourd'hui, je salue le président de la République, ce qu'il a fait. Il pouvait le dégommer en aucun moment, il pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait, il a attendu que son travail terminé pour dire voilà, maintenant on va passer à d'autres choses. Je pense que dans chaque étape, il faut remercier Dieu et dire le président a bien fait. Il a un pouvoir discrétionnaire, il peut nommer et dégommer, mais il n'a pas fait. Ce qu'il a fait, il a utilisé le droit pour attendre à ce que son acte puisse prendre fin pour changer de personne. Et je pense que la dame qui est là, la nouvelle, nous la saluons et nous l'encourageons parce qu'elle n'est pas politique. Et je pense que Nafi Ngom Keïta a trop fait de politique. Et aujourd'hui, nous demandons à ce que l'OFNAC puisse demander à Nafi Ngom Keïta de faire sa déclaration de patrimoine. Je pense que c'est important pour dire la vérité, pour dire aux Sénégalais ce qui s'est passé réellement. Donc pour moi, il n'y a pas de cas. C'est que l'opposition aujourd'hui est à genoux. L'opposition dans ce pays est allaitée à la rivière du cache-corps intellectuel. Ce sont ces gens-là qui... le matin, ils crient le président Macky Sall. Le soir, ils vont dîner au palais. Voilà, pour accepter le dialogue. Aujourd'hui, l'opposition est en train de négocier des postes dans le haut culture local. Et je pense que nous, ce que nous faisons, nous sommes en train de travailler pour montrer au Sénégal la voie à prendre, la voie de l'émergence. Bokar, cette querelle autour de l'affaire Nafi Ngom Keïta, vous met-elle mal à l'aise? Bon, voilà, je vous remercie. Je pense que nous serons obligés encore de nous inscrire dans ces polémiques qui, à mon humble avis, ne mériteraient pas polémique. Nous avons remarqué dans ce pays que depuis que le président de la République se conforme à la Constitution plus exactement, il y a souvent des polémiques qui, à la longue, deviennent stériles et puériles. Parce qu'il est dépositaire du droit de nommer par décret qui il veut, aux emplois civils comme militaires.
Madame Nafi Ngom Keïta est bénéficiaire d'un mandat de 3 ans. Pierre vient de le dire tout à l'heure, qui a pris départ en 2013, en juillet 2013, au 25 juillet 2013. Donc ce même mandat est venu à expiration. Le président pouvait le renouveler. Il n'a jugé bon de ne pas renouveler son mandat, au motif que lui seul sait, mais de façon générale, les Sénégalais ont constaté qu'elle n'a pas pu faire beaucoup de discrétion par rapport à sa mission, qui était tenue normalement d'une certaine obligation de réserve par rapport à des dossiers sensibles qu'elle avait traités. Et au-delà même de ça, j'en viens maintenant au mandat plus exactement. Parce que aussi, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Lorsque le président de la République, dans sa clairvoyance, avait dit clairement que maintenant, on ne permettrait plus à certaines autorités nommées ou élues qui touchaient l'argent public au-delà de certains montants, je veux dire 1 milliard, devraient s'astreindre à faire une déclaration de patrimoine, devraient être sous le contrôle, sous le joug de l'OFNAC. Et il avait dit clairement, les Sénégalais l'avaient entendu, il avait dit que lui, il ne protégerait personne quand il s'agira de fraude ou de concommission ou d'actes contre nature allant dans le sens du bien commun. Donc, par rapport à ça, le président a jugé confier cette tâche à Mme Nafi Ngom Keïta. Et son mandat étant arrivé à terme, et je pense que lui seul peut juger de la qualité du travail, mais on se rend compte que le travail n'a pas été bien fait. Ah bon. Est-ce que nous, je vous donne un exemple, oui. Au niveau de la brigade de recherche de la gendarmerie, est-ce que quand des autorités de l'ancien régime avaient été entendues sur des cas présumés d'enrichissement ou de détournement, est-ce que ça avait été étalé au niveau de la place publique? Et il est arrivé en un moment où, à chaque fois qu'une autorité a été citée au niveau de l'OFNAC, on a dû trouver des cafards. Alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Parce que des gens ont été innocentés, des gens ont été jetés à la patrouille, ont été jetés à l'opinion sur des faits qu'ils n'ont pas commis. Parce que tout simplement, on avait l'impression qu'à un moment, elle avait outrepassé même ses prérogatives. Alors qu'elle aurait pu se conformer à la volonté du chef de l'État. Mais c'est le président qui refusait de la recevoir. Il ne s'agissait pas de la recevoir, mais il s'agissait de sa fonction, de la fonction même de l'OFNAC. En quoi, en fait, le rôle de l'OFNAC s'agissait? C'est par rapport à ça que nous déplorons ce qui s'est passé. Mais les textes de l'OFNAC prévoient la publication du rapport. Tout à fait. Oui. Mais publication du rapport, mais de qui le droit? Non, Il y a pas le de procureur droit, de- publication du rapport public. Oui. Publiquement, Quel rapport public? le rapport doit être publié. Oui. Voilà. En utilisant tous les moyens de communication possibles. Voilà. Si vous voulez, après, je peux vous lire. Vous continuez. Après, je peux vous lire l'article. Bon, donc je disais par rapport à la publication de certains dossiers qui, quand même, ne devaient pas être étalés au niveau de la place publique. Parce que, aussi, il y a le procureur qui pouvait se saisir, il y a aussi le président de la République à qui elle devait rendre compte de ses travaux. Donc, c'est par rapport à ça. Et nous en appelons à l'opposition à revenir aux valeurs de la République. Parce que quand même, le président... Les valeurs de la République, c'est quoi? C'est la Les valeurs transparence, de la C'est la République. démocratie. c'est la lutte contre la Les corruption. valeurs de la République, Oui. c'est quand même donner au président les prérogatives que lui confère la Constitution. Du devoir de nommer par décret qui il veut. Oui. Moudban, Nafi Ngom Keïta avait l'intention de lâcher ses enquêteurs sur le dossier Petrotim. Cela a-t-il conduit à sa perte? Bon, je vais d'abord apporter quelques clarifications par rapport à ce que viennent de dire mes amis. Nafi Ngom Keïta a fait sa déclaration de patrimoine en février 2014. D'abord, et elle l'a confirmé en avril 2014 après sa prise de fonction. Quand on parle de fin de mandat, mais Douroundir, président de la Sénat, mais son mandat est terminé depuis belle lurette. C'est lui qui c'est Serigne Diop qui l'a remplacé à la médiature. Serigne Diop est parti après ses 6 ans. Douroundir est toujours là. Il a fait 10 ans. Effectivement. Son mandat est terminé. Macky Sall l'a maintenu et pourtant il a organisé un référendum, une élection.
Il ne faut pas que les gens nous trompent. Attendez, il faut dire à votre leader Macky Sall de respecter les Sénégalais. Non, attendez, c'est moi qui ai la parole. Je vous dis, je pense qu'il faut comparer. Il faut comparer ce qui est comparable. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Maintenant, en parlant de quand vous dites qu'il y a eu des informations qui sont sorties dans la presse, mais je regrette, c'est faux. Madame Nafi Ngom Keïta n'a jamais publié d'informations confidentielles ou secrètes dans la presse. Et en parlant de brigade de recherche, les PV procès-verbaux de Karim Wade et de M. Farba Senghor ont fait la une de tous les journaux au début de la traque des biens mal acquis. Par conséquent, moi je pense qu'il faut que les gens... Il n'y a jamais de procès-verbaux de la gendarmerie au niveau de la presse. Le problème c'est qu'elle dérange, elle en sait trop. Elle a ouvert une enquête sur le frère du président. Et je vous donne ici les documents de la société de Aliou Sall Sahel Aviation. Les documents notariés. Il a créé une compagnie aérienne. Elle a ouvert une enquête par rapport à ça. Voici le registre de commerce de la même entreprise. Je vous donne carrément le dossier. Est-ce que vous avez des preuves? S'il vous plaît. Ça, c'est le registre ça, c'est le statut de Petro-Tim. Aliou Sall né en 1969 à Foundiougne. Il faut respecter les gens. La dame a ouvert une enquête par rapport à ça. Elle est partie aux États-Unis. Elle devait se rendre à Londres. Elle a entendu Franck Timis ici. Vous voulez protéger le frère du président, c'est ça la vérité. Autre chose. Ça, c'est la maison du président de la République, Macky Sall à Houston. Ça, c'est des documents. Il faut respecter les gens. Donc, c'est ça dit que... On doute de la fiabilité de vos photocopies que vous voulez donner. Non, monsieur Moudbane, vous savez, de la fiabilité. Mais dans sa déclaration de patrimoine, monsieur Macky Sall a dit qu'il a... Si nous sommes là pour venir pour débattre. Maintenant, on continue. Madame Nafi Ngom Keïta a entamé un travail extraordinaire. Mais vous n'êtes pas à mesure de juger et d'évaluer son travail. Et je suis très content de l'entendre dire que la lutte contre la corruption va continuer. Ça, c'est une idée du président de la République. Qu'elle soit à l'OFNAC ou à l'IG, en tout cas, nous qui sommes des citoyens sénégalais, nous allons nous battre pour que ce pays-là, les deniers publics, nos maigres ressources soient bien protégés. Mais ça, c'est le président depuis votre arrivée au pouvoir, nous avons connu l'affaire Africa Energy. 300 milliards sans appel d'offres. Donné à une entreprise qui n'a aucune expérience dans le secteur de l'énergie. Voici les documents. Nous avons connu l'affaire Mittal. 2500 milliards. Petro-Tim. 290 milliards. Attendez, nous avons connu le sommet de la francophonie. Il faut qu'on édite la francophonie. Il y a des choses extrêmement graves qui se sont passées là-bas. Il faut qu'on fasse l'audit de la francophonie. Nous avons connu le marché et la Touba, donné gré à gré, plus de 400 milliards. Nous avons connu l'affaire du building administratif, 17 milliards pour rénover un building administratif. Nous avons connu l'affaire Tigo. La licence de Tigo. Donc c'est le Mouniaï Diakhaté a du pain sur la planche. Mais évidemment, nous n'allons pas lâcher, hein, parce que c'est déjà beaucoup. Nous avons connu les marchés de 50 milliards, le marché donné à l'entreprise malaisienne pour les cartes d'identité. L'affaire Bitogo est là, 19 milliards. La 2 milliards 500 pour la communication du PSE. 60 milliards pour les inondations en 2012. 5 milliards. Le président Macky a acheté des avions. 5 milliards. Il a acheté, il y a les 22 milliards révélés par un site internet de vie de Tende, l'autre. Ça, c'est un délinquant financier, un Romain. Et nous avons, le président Macky a également acheté des chars de combat à 4 milliards. Nous n'allons pas en guerre. Oui, c'est grave. Je vous dis une chose. Écoutez, c'est pas grave. Vous pouvez ajouter à cela cela une information accessible. Parce que si ici au Sénégal, les informations, si on les cache, vous allez dans d'autres pays. Par exemple, quand l'Israël ou le Brésil vendent des matériels, des avions ou des chars de combat au Sénégal, eux, ils mettent ça dans leurs journaux, ils mettent ça dans leur site internet. Ça, c'est une information accessible à tout le monde. Ça, c'est pas un secret. Écoutez. Monsieur, je vous dis que il faut demander à vos leaders, en tout cas à vos responsables, de respecter les Sénégalais. Respecter les Sénégalais. Ce que vous avez fait ici, depuis que vous êtes venu au Sénégal, vous êtes dit que vous êtes arrivé au pouvoir, vous exercez une pression sur les gens. Vous l'avez lancé ici, la traque des biens mal acquis. Vous avez mis Karim Wade et d'autres gens en prison. Ceux qui ont accepté de vous rejoindre dans votre parti, vous ne les poursuivez pas. La carte de l'APR est devenue une carte, un permis d'impunité. Donc, pour revenir avez-vous une présomption de bonne foi à l'endroit de Séné Mouniaï Diakhaté? Mais bien sûr, de toute façon, nous allons la juger par rapport à son travail, ce qu'elle va faire. Nous l'invitons à continuer
à travailler et à continuer à continuer en tout cas à continuer le travail déjà entamé par Madame Nafi Ngom Keïta. Et ce que notre crainte aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les autorités ont renoncé à la lutte contre la corruption. Ça a tout l'air. La CREI, on n'en parle plus. C'est depuis que le débat là depuis que ce débat là est soulevé, on a vu que oui, il paraît que Nafi Ngom, comment elle s'appelle, Aïda Diong et Ablaye Baldé vont être entendus par la CREI. C'est juste de la poudre aux yeux pour tromper les Sénégalais. C'est cette façon de faire la politique là qui est revenue. Les Sénégalais ont eu espoir au président Macky Sall. C'est pourquoi ils l'ont porté à la tête du pays. Cette façon de faire la politique, les Sénégalais n'en veulent plus. Le Kaolack aujourd'hui est sous les eaux, Kaffrine est sous les eaux, les Sénégalais sont fatigués. Les jeunes n'ont plus de travail. Il faut que les hommes politiques apprennent à dire la vérité, le discours de vérité. Seul le discours de vérité pour sauver le Sénégal. Mais cette façon de dire, de faire la politique, de tromper les Sénégalais, de clignoter à gauche et de passer à droite, il faut vraiment arrêter ça. Les Sénégalais. Mais cette façon aérienne aussi de dire des contre-vérités, des documents sur lesquels vous n'avez aucune véracité. Vous êtes excusé, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais de toute façon, moi, je sais que, à mon intime conviction, moi, je suis journaliste, je ne suis pas là pour raconter des histoires. Je ne suis pas là pour raconter. C'est des informations qui sont accessibles dans les sites internet, nous avons des sources. Donc c'est ce document-là, ce document de Aliou Sall là, mais ça c'est clair et net. Il faut aller voir. Ça c'est Petrotim, ça c'est des documents clairs et nets. En l'entendant parler, il me rappelle mes années, mes années de syndicalisme. René, pour un journaliste de formation, il devait quand même dire des choses fiables. Ce qu'il est en train de dire, c'est extrêmement dangereux dans ce pays de dire qu'il a des preuves sur ce que nous faisons. Je pense que nous sommes dans une république. Allez voir, le Sénégal, ce n'est pas à Dakar. Si vous restez dans vos bureaux climatisés, il faut aller ce que nous faisons dans les endroits les plus reculés du Sénégal pour voir ce qu'il présente de faire. Vous avez le pouvoir, vous avez la justice. Toutes les personnes qui ont eu à s'opposer à vous, vous les avez soit suspendues, soit limogées, soit larguées, soit envoyées en prison. Faites de moi tout ce que vous voulez. Moi, je continue à défendre la vérité, à défendre le Sénégal et à défendre les Sénégalais. Ce qu'il cherche à démontrer, c'est que Nafi Ngom Keïta a voulu fuir là où il ne fallait pas. Non, mais je pense qu'il cherche à des jeunes, tout ça. C'est ça la vérité ou pas? Il ne s'agit pas de ça. Parce que s'il s'agissait seulement de ça, on n'aurait même pas pu la laisser terminer son mandat. Elle a terminé un mandat qui devait être renouvelé et n'a pas été renouvelé. Et de la prérogative seulement et exclusivement du chef de l'État. En quoi le problème? Où se trouve le problème? Maintenant, on cherche des alibis pour dire, oui, voilà, il y avait tel dossier, il y avait tel, un tel, qu'elle aurait dû poursuivre et elle ne l'a pas poursuivi. Parce que, tout simplement, c'est le frère du chef de l'État ou c'est cela. Non, je pense qu'il faut arrêter quand même. Il faut arrêter. Voilà, donc, respecter les prérogatives même du chef de l'État. Pierre-Edouard, de m'avoir invité aujourd'hui sur ce plateau. Voilà, parce que vraiment, très honnêtement, j'ai beaucoup apprécié le travail fait par Moudban. Ça, je le dis et en toute honnêteté. Pourquoi? Parce que moi, je suis un scientifique. C'est pourquoi, à chaque fois, quand je me déplace pour participer à un débat, j'amène avec moi tous les documents juridiques à ma disposition. Donc, lui, il a apporté des preuves qui justifient ses propos. Je voulais ajouter sur ces montants les 50 millions d'euros, les 50 millions de dollars que le Parti démocratique sénégalais a révélé dernièrement dans son communiqué sur une relation qui existerait entre le président de la République et le Maroc. Qui existerait? On est au conditionnel. Oui, c'est pour... En fait, parce que tout simplement, ils n'ont qu'à répondre. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que ce qui est regrettable, Pierre-Edouard, c'est que les citoyens sénégalais ne soient pas informés de ce qui se passe dans la gestion des deniers publics. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un code de transparence. Ça, je ne l'ai pas inventé. Le document existe. Le document est là avec moi. Donc, c'est un document qui existe. C'est le code de transparence. Ça est là. Hein? C'est la loi numéro 2012-22 du 27 décembre 2012 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Et cette loi est claire. Information du public. L'administration publique doit publier dans des délais appréciés les informations sur les finances publiques. Mais ça, c'est des finances publiques. Je ne l'ai pas inventé. Le code est là. Cela veut dire que nous, on ne demande pas grand-chose. Tout
Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus de transparence dans la gestion du pays. Maintenant, pour en revenir à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est pourquoi je me dis que, quelque part, moi je suis désolé d'entendre quand même certains propos. Ça, c'est la loi portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC. Exposé des motifs, j'ai dit tout à l'heure, c'est pour une gouvernance vertueuse. Si vous lisez l'article 13, hein, ça c'est la loi. Donc on dit que l'OFNAC peut se faire communiquer tout rapport comportant des faits de fraude ou de corruption. 1. Si vous allez plus loin, article 17, l'OFNAC établit chaque année un rapport d'activité qui comporte notamment des propositions de mesures tentant à prévenir des actes de fraude ou de corruption. Point. Ce rapport est remis au président de la République. Il est rendu public par tous les moyens appropriés. Vous n'entendez pas bien français. Non, il est rendu public par tous les moyens appropriés. Il est rendu public par tous les moyens. Relisez la phrase. Non, ce rapport. Non. Je pense que vous êtes... Non, relisez la phrase au début. Non, je vais vous montrer la contradiction où elle se trouve. Non, il n'y a pas de contradiction. Non, relisez-la. Écoutez-moi, ce que j'ai dit là. Même la bonne dame. Non, écoutez-moi. Une interprétation tendancieuse. S'il vous plaît, relisez-la. Moi, quand je fais un débat, j'écoute les gens. Je vous écoute, moi aussi, mais seulement ce que vous voulez dire m'intéresse. Laissez-moi continuer. Je suis obligé de vous dire après vous pouvez interrompre, parce que quand vous avez, la lecture, tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'absence de documents... la lecture, parce que je pense qu'il a eu un problème quand même de compréhension. Reprenez la lecture, je vous en prie, reprenez la lecture. Mais écoutez-moi, il est rendu public, le rapport est rendu public par tous les moyens appropriés. Le rapport, voilà, je m'arrête là. Le rapport, non, je m'arrête là, c'est le rapport qui est rendu public. Allez vous arrêter là, ce que j'ai dit là. Vous avez bien compris ce que je vous dis. Écoutez-moi, non. Vous avez des problèmes de syntaxe. Non, il n'y a pas de problème de syntaxe. Ce que j'ai dit là, Madame Nofingam Keïta, elle-même, a dit les mêmes propos. Merci, je vous remercie. N'est-ce pas? Pour dire que le rapport doit être rendu public. C'est pourquoi le rapport est disponible sur Internet, sur le site de l'OFNAC et c'est téléchargeable. Donc j'en ai une copie, vous certainement vous en avez des copies. Parce que tout simplement c'est le texte qui propose à ce que le rapport de l'OFNAC soit rendu public. Ça je l'ai dit, par tous les moyens appropriés. Mais était-il de son ressort de demander que le DG du COUD par exemple soit radié de la fonction publique? Mais bien sûr, parce que mais pendant ses prérogatives, comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement l'OFNAC doit faire des revendications. L'OFNAC doit plutôt... Voilà, l'OFNAC doit faire des propositions. Écoutez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Oui. Normalement... C'est dans le rapport. Voilà, c'est pourquoi j'ai ce qui est écrit dans le rapport. Non, ça c'est pas le rapport. Je n'ai pas le rapport avec moi. Le rapport c'est volumineux, c'est 204. Voilà, vous ne savez pas ce que j'ai dit. Ça c'est la loi portant création. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que l'OFNAC a la possibilité de publier son rapport. Ça je l'ai déjà dit. Maintenant, dans son rapport, il y a des recommandations. Et il est clairement dit que l'OFNAC a le droit de faire des recommandations. Et c'est dans ces recommandations-là que se trouve ce point. Pourquoi? Parce que tous les Sénégalais, moi je suis de l'université, ont été impressionnés par la mobilisation de Sénégalais n'habitant pas à Dakar, qui se sont déplacés en masse pour accueillir le président de la République à l'université, le campus pédagogique et au campus social. Et ce jour-là, c'est passé ce qui s'est passé. C'est par la suite qu'en faisant des enquêtes, ils se sont rendus compte. Par exemple, le rapport dit clairement qu'ils ont écrit quelque part sur le budget qu'ils ont acheté sans costume, sans cravate, sans chemise, sans chaussures, paire de chaussures. Et le jour J, ils ont regardé l'ensemble des films vidéo possibles. Les gens qui étaient là, on n'a pas vu une seule personne habillée en costume. C'est extraordinaire. Sans costume, je vous dis. Oui. Ça, c'est le rapport qu'il a dit. Pierre, je vous ai vu écouter attentivement vos vis-à-vis. Qu'avez-vous envie de leur dire? C'est juste que je suis désolé. Et puis, c'est du lourd, hein, c'est ce qu'ils détiennent là. C'est pas du lourd, c'est juste du blablabla. Vous savez, les gens de l'opposition, ils sont forts dans cette polémique. Et je dis souvent que la spécialité culinaire sénégalaise n'est pas les yassani, les thieboudiennes, mais c'est la polémique, on s'est vomi dessus. Et de voir ces gens-là, tout à l'heure, je pense qu'il a un problème. Mon camarade a bien parlé par rapport à un problème de syntaxe. Et je dis plus loin que c'est une faute de logique. Et quand il parle, les mots pour le dire n'arrivent pas aisément. Et on sent qu'il tremble. Et ce que nous lui disons d'être calme, nous sommes là pour mener un débat, pas pour dire des contre-vérités. Les Sénégalais nous écoutent. Donc, non, nous, on a amené du Sénégalais nous écoutent. Vous n'avez rien, c'est parce que vous n'avez rien à dire que vous mettez à... Mais attends, je vais vous dire une chose. Je vous ai entendu tout à l'heure. Non,
en toute honnêteté, c'est parce que nous avons des documents qui sont là et qui intéresseraient tous les Sénégalais. Ces documents que nous avons là, c'est des lois, c'est des textes, c'est des éléments. Maintenant, ce que j'ai dit là, bon, moi, je ne vais pas polémiquer sur ça. Je ne polémique pas sur ça. Vous allez polémiquer sur ça tous les Sénégalais, tous les téléspectateurs vous vous énervez pour rien. Non, moi, je ne m'énerve pas. Vous avez dit à mon camarade, que tous les Sénégalais vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. l'OFNAC a le droit de publier son rapport. Vous n'avez pas la parole. De le rendre public et c'est déjà fait. Vous n'avez pas la parole. Laissez-moi parler. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'il a proposé, vous n'avez qu'à voir avec elle. En tout cas, tout au début, vous avez proposé une gestion vertueuse. Non, non, vous nous avez déçus. Vous n'avez pas la parole. Pourquoi vous nous avez déçus? Vous nous avez déçus parce que, comme je l'ai dit, sur le contexte de la création de l'Office national portant sur la lutte contre la corruption et les fraudes, vous avez clairement dit que vous allez faire des réformes. Réactivation de la crise, ça n'a rien donné. L'OFNAC, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est catastrophique. Nous avons le ministère que vous avez créé pour la promotion de la bonne gouvernance, ça n'a rien donné, vous l'avez enlevé. Ensuite, le code de transparence qui est là, vous ne l'avez pas respecté. C'est ça, on parle de ça. Nous, on a apporté des preuves, nos documents sont là avec nous. Maintenant, vous ne vous mettez pas vraiment à parler dans le vide comme ça parce que vous n'avez pas assez d'arguments. Pierre, comme je disais tantôt, ce n'est pas le fait de venir avec des documents pour dire, voilà, moi. Le jeu, c'est Aïssa. Nous sommes là pour un débat, mais pas pour sa personne, pour dire je suis de l'université. Vous savez, ces intellectuels, ils ont énormément de problèmes au Sénégal. C'est eux qui font que dans ce pays-là, rien ne marche pas. Le président, il a une idée de bien faire dans ce pays. Mais ce qui suit derrière, il n'y a rien. C'est juste des gens qui vont avec des documents pour dire que voilà, nous sommes des intellectuels, nous sommes de l'université. On n'a pas ce complexe. Nous avons bien appris, mais nous ne sommes pas là pour là. Nous sommes là pour dire encore une fois qu'entre Nafi Ngom Keïta et l'État du Sénégal, il n'y a pas de problème. Le président est clair sur ce sujet. Il a dit, il a dégommé. Oui. Il peut le faire. Faut-il craindre pour l'avenir de la lutte contre la corruption? Mais vous savez, le président Macky Sall l'a dit lors de l'université républicaine à Mbodiène, qu'il ne protégera personne. Et il a fait avec beaucoup de ses responsables. Même si, dans le cadre de la traque des biens mal acquis, il a déclaré avoir mis sous le coup de certains dossiers. Mais écoutez, le président, je ne suis pas dans la tête du président. Ce que je veux dire n'engage que moi. S'il le dit, il a d'autres informations que je ne maîtrise pas. Ce que j'ai à dire que si nous sommes aujourd'hui avec Macky Sall, c'est pour permettre à ce qu'il y ait un Sénégal. Pas un Sénégal, il n'y a pas un gouvernement parfait sur Terre. Nous sommes tous des êtres humains, on a plus de grands défauts que de qualités. Mais ce que nous voulons, c'est la restauration des valeurs républicaines. Travailler à ce que les Sénégalais comprennent que dans ce pays, il faut travailler. Aller au fin fond du Sénégal, voir ce que le pays est en train de faire. Et je pense que c'est ça que les Sénégalais nous attendent. Mais pas sur les documents, des choses venir ici, sur des plateaux, montrer des documents qui sont d'aucune fiabilité. Et je suis désolé. Oui, rapidement pour qu'on en finisse, Bokar, avec ce sujet. Bon, avec ce sujet, comme je viens de le dire, entre propositions et recommandations, mon camarade peut-être s'est embourbé. Et je pense qu'il a voulu nous abuser par rapport à son texte. Mais de façon générale, ce que nous retenons, c'est que le président de la République a le droit de nommer aux emplois civils et militaires qui il veut. Madame Nafi Ngom Keïta, son mandat étant arrivé à terme, et elle devrait faire beaucoup plus d'esprit, de grandeur et en fait laisser la place à sa remplaçante qui du reste va remplir pleinement la fonction étant aussi magistrate de profession. Nous pensons que comme vous venez aussi de poser la question à Pierre, la traque et aussi bien la surveillance sur les deniers publics, la corruption plus que jamais quittera ce pays. Parce que vous vous rappelez que par rapport au régime précédent, nous avons dépassé le stade où chaque jour on est troublé par des scandales financiers. Nous ne vivons plus cette époque. Ça aussi c'est grâce au président Macky Sall. Et donc je pense à mon humble avis, s'il avait d'autres idées en tête, ou s'il n'était pas déterminé à lutter contre la corruption, jamais il n'aurait pu mettre sur place cet office, à savoir l'OFNAC. Donc reconnaissons à César ce qui appartient à César. Le président est de bonne foi. Donc on lui fait un mauvais procès. On lui fait un mauvais procès. L'opposition veut se saisir de cette affaire pour encore créer des débats puérils qui n'en valent même pas la peine. Le président de la République a jugé que Mme Nafi Ngom Keïta, son mandat étant arrivé à terme, elle devrait le quitter. Et je pense que les gens sont d'autant plus satisfaits que celle qui la remplace va remplir amplement la fonction. Donc de ce point de vue, je pense qu'on ne devrait même pas être là à polémiquer par rapport à ça.
Monsieur, si vous permettez, nous allons progresser. Benoît Sambou, plénipotentiaire de l'APR dans les discussions sur la revue du code électoral, a remis sur la table cette semaine la question sur la double nationalité, même s'il est revenu pour dire qu'en réalité la proposition ne vient pas de lui mais d'un membre du pôle de la majorité. Proposition alors qui consiste à faire renoncer à tout candidat à la présidentielle sa ou ses nationalités 5 ans avant le jour du scrutin. Pour certains donc, le pouvoir est dans une logique d'écarter de potentiels adversaires donc, lors de la prochaine présidentielle. Moudban, vous dites normal ou bien il s'agit d'un recul démocratique? Pierre, ce pouvoir est une calamité pour le Sénégal. Ce pouvoir est une calamité pour le Sénégal. Nous avons connu en Côte d'Ivoire l'ivarité. C'est pas la même chose. L'ivarité concernait des Ivoiriens qui avaient des problèmes de nationalité. Ici, il s'agit de double nationalité, de Sénégalais détenant aussi bien la nationalité sénégalaise qu'une autre nationalité. Alors que l'ivarité concernait des Ivoiriens qui n'étaient pas seulement Ivoiriens, mais aussi qui, par leur filiation, de par leur père comme de leur mère. C'est de cela qu'il s'agit. Non, il ne faut pas faire de l'amalgame. Moudouban, vous êtes très instruit, je vous respecte. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure, Bokar. Vous aurez la parole, promis. Moi, je suis dans l'esprit. Je suis dans l'esprit de la loi, l'esprit de la proposition. Ce qui est derrière, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a connu des troubles politiques. Nous ne voulons pas de ça. Il ne faut pas faire l'amalgame. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Sénégal et c'est pas les mêmes cas. L'ivarité concernait qui? L'ivarité a brûlé la Côte d'Ivoire. Concernait qui? Parlons de l'ivarité. L'ivarité concernait qui? Il s'agissait du cas d'Alassane Dramane Ouattara. Je parle avec toi. Non, nous n'allons pas laisser comparer l'ivarité à ce dossier-là. Moi, je pense que c'est trop. Et qui a été à l'origine du débat de l'ivarité? C'est trop. Je vous le demande, je le sais, je vous le demande. Bon, je peux parler. Merci beaucoup. Bon, je dis que l'ivarité a brûlé la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Le président Macky a hérité d'un Sénégal apaisé, stable, d'une démocratie majeure. Ce qu'il doit faire, c'est renforcer l'état de droit. Ce projet de loi qui vise à écarter des Sénégalais, moi je pense que ça ne peut rien apporter à notre démocratie. Le fait d'inventer des lois taillées sur mesure pour viser des personnes, moi je pense que le président Macky ne doit pas entrer dans cette brèche-là pour écarter des candidats comme Abdoul Mbaye et Karim Wade. Oui. Parce que Abdoul Mbaye l'a dit. Il a dit récemment après son audition que l'objectif du pouvoir c'est de l'écarter. Et tous les moyens sont bons. Parce que le président Macky, ce qu'il veut, c'est aller à la présidentielle en 2019 et passer au premier tour avec 99,9%. C'est ce qu'il veut. Donc il va tout faire pour écarter les potentiels adversaires, mais ça ne le grandit pas. Ça ne le grandit pas. Donc l'ivarité, qui n'a pas une double nationalité au Sénégal, mais il faut aller au fond de cette affaire-là. C'est là que se réside le problème. C'est là que réside le problème, Moudban. Parce que l'article 28 de la Constitution dit que tout candidat à l'élection présidentielle doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Mais exclusivement, oui. Ok. Mais il faudrait que le Conseil constitutionnel ouvre une enquête, en tout cas aille au fond de ces dossiers qui seront déposés. Parce que le président Macky Sall, on sait qu'il était aux États-Unis. Une fois, nous avons entendu le président Abdoulaye Wade dire que le président Macky Sall a la nationalité américaine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va démissionner. Le président Ablad avait la nationalité française. Non, le président Ablad, il avait la nationalité française depuis du temps de la colonisation. C'est mort avec la du temps de la colonisation. Il a géré le pays. Donc il y a des gens des leaders politiques qui ont la nationalité, la double nationalité, mais il y en a même actuellement, quand leur femme tombe enceinte, ils les amènent en France ou aux États-Unis. En fait, c'est un contre-feu pour noyer l'affaire Nafi Ngom Keïta. Moi, je ne suis même pas convaincu que le président Macky Sall, tel que je le vois, qu'il ose vraiment proposer ce projet de loi à la diversion. C'est un contre-feu pour noyer l'affaire Nafi Ngom Keïta, mais ils n'y arriveront pas parce qu'aujourd'hui, les gens ne prennent même pas au sérieux cette question-là. Vraiment, ce n'est même pas... C'est même manquer de respect aux Sénégalais que d'entrer le Sénégal dans ce débat de nationalité, de double nationalité ou de je ne sais pas quoi. Maudou, ça se met vers un terrain glissant. Voilà, moi je n'irai pas loin avec ce point-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, au niveau du Parti démocratique sénégalais, nous avons un candidat qui s'appelle Karim Meïssa Wade. Qui jouit d'une double nationalité. Voilà, qui a deux nationalités. Oui. Il y a une nationalité française et une nationalité sénégalaise. Donc la loi est claire, vous l'avez déjà dit.
Nous, pour le moment, ce sur quoi on se focalise, c'est comment faire pour que Karim Meïssa Wade soit le président de la République du Sénégal en 2019. Donc ce débat-là, pour moi, n'a pas de sens. Le moment venu, s'il s'agit, n'est-ce pas, de se débarrasser de la nationalité française pour conserver exclusivement cette nationalité sénégalaise, Karim Meïssa Wade va le faire. Oui. Mais là, il propose qu'il renonce 5 ans avant Non, c'est pourquoi je vous ai dit que cette proposition-là, c'est non-sens. Peut-être on peut rejoindre ce que vous avez dit tout à l'heure en se disant que peut-être c'est pour masquer le débat et créer un autre débat au-dessus des deux débats qui occupaient l'actualité, le cas Sonko et le cas Nafi Ngom Keïta. Oui. René, y a-t-il réelle volonté d'écarter de potentiels adversaires? Je pense que le président Macky Sall, le connaissant, c'est quelqu'un qui est vraiment dessus. Son intention, c'est pas d'écarter de potentiels candidats. Lui, il a dit, si vous voulez aller battre campagne, nous vous attendons. Mais c'est un faux débat. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre parti, l'Alliance pour la, c'est un parti mouvementé, jeune. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais les propos ne sont ni la Bible ni le Coran. Cela n'a rien à voir avec ce que le Macky Sall est en train de faire dans ce pays. Pour dire que moi, après avoir séjourné 14 ans en Angleterre, je peux dire que moi, je ne suis pas pour qu'on interdise une personne qui a une double nationalité le droit d'être candidat aux élections présidentielles. Le moment venu, cette personne peut renoncer à l'autre nationalité pour se présenter aux élections présidentielles. Ce que je dis n'engage ni l'Alliance pour l'Afrique, ce que je dis, c'est un vécu personnel. Je pense qu'il faut arrêter ce genre de débat. Ce n'est pas bon pour le pays, parce que nous sommes un peuple uni. Le Sénégal, c'est le pays du cardinal Thiandoum, c'est le pays de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est le pays de Seydina Limamou Laye, c'est le pays de Seydi Malick Sy. Pour dire que le Sénégal est un pays indivisible, uni, nous vivons dans la tolérance universelle. Pour reprendre Modouban tout à l'heure, je pense que il est dangereux ce monsieur-là, parce que depuis tout un instant, il est en train de dire des choses, des contre-vérités, pour comparer le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. L'ivoirité a été créée terrorisée par Henri Konan-Bédié en 1993. Donc il ne faut pas dire que l'ivoirité, ça peut créer des choses au Sénégal. Au Sénégal, pourquoi cette guerre ne peut pas passer? Parce que nous avons ce qu'on appelle des parents à plaisantins. Parce que vous êtes Diop, vous êtes Ndiaye. C'est un pays qui a... C'est cousinage à plaisanterie. Pour dire que c'est ça qui fait le charme de ce pays. Donc pour dire que la Côte d'Ivoire, le Sénégal peut faire comme la Côte d'Ivoire. Je pense que je suis désolé, c'est pas possible. Nous, Sénégalais, nous n'allons jamais dire quelque chose. Mais là, on veut nous mener vers un terrain glissant. Mais regardez moi-même, je m'appelle René Pierre Yéhoumé. Mon nom, en l'entendant, c'est pas un nom sénégalais. Et pourtant, je suis un vrai Lébou. J'habite à la rue Amouda Sandoy. Mes parents sont d'origine capverdienne, béninoise, tout couleur Lébou. Pour dire, si aujourd'hui on interdit à une personne, mes neveux qui sont en Angleterre, demain s'ils aspirent à être président de la République, est-ce qu'on a le droit de les interdire? Je pense que depuis la déclaration universelle des droits de l'homme, chaque citoyen a le droit de dire ce qu'il veut. Mais quand nous sommes dans une république, nous devons respecter les Sénégalais. Ce qu'a dit le camarade Benoît Sambou, je ne l'ai pas suivi, et vous l'avez dit que ce n'est pas Benoît, c'est quelqu'un de la majorité. Je pense que ces gens de la majorité, il faut les recadrer à un moment donné. Le Sénégal appartient à tout le monde. Si Karim Wade veut être candidat, il a le droit d'être un candidat. Et nous lui souhaitons donc qu'il soit un candidat, que le jeu soit égal. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on verse dans un terrain glissant pour dire que, voilà, les Sénégalais... Imagine, il y a combien de Guinéens au Sénégalais? Plus de 3 millions. Et pourtant, ils ont la nationalité sénégalaise, ils vont voter. Il y a combien de Maliens? Mais attendez, donc il faut qu'on arrête ce débat. Je pense que c'est un débat qu'on doit vider, évacuer et passer à autre chose sérieuse. Ce que nous faisons, c'est, nous, moi je tout le temps, nous sommes dans le monde rural, on est en train de travailler avec le PUDC, le président en notre plan, c'est le Puma, dans les zones frontalières. Imagine, il y a des Sénégalais, entre la frontière Gambie et le Sénégal, qui vont à l'école gambienne. Et ils ont même le réseau gambien. Ce que le président veut faire, c'est faire des zones de système télécommunication, comme disent les Anglais. Et ça, nous allons faire. C'est des unités de recherche, R&D, Research and Development. C'est ça que les Sénégalais nous attendent. Je pense que le bilan du président va permettre aux Sénégalais, et les Sénégalais sont lucides, et nul ne peut tromper ces gens-là. Ils vont voter le président au premier tour, comme le dit Noïban, avec 99,9% au soir des élections. Bokar Ndiong, fallait-il engager ce type de débat qui a fait des dégâts ailleurs? Bon, il est heureux que ce soit une proposition, une simple proposition, venant d'un citoyen comme n'importe quel citoyen pourrait émettre un tel débat. Mais je pense que mon co-débatteur Modouban, quand je vois sur son t-shirt du Sénégal, et qui se met là à défendre la binationalité ou triple nationalité, je suis un peu
sceptique quant à ses Il n'est pas convictions. cohérent avec lui-même. Vous l'avez dit, il manque de cohérence. Oui, il va se défendre. Là, je pense que pour la patrie, le président de la République a été un des chantres, un des orfèvres de la patrie d'abord. Et quand on parle de patrie, je pense qu'on ne doit pas confondre des conflits d'intérêts. Je pense que c'est à ce niveau que le problème se trouve. C'est vrai qu'on ne parle pas de corde chez un pendu, parce que je vois que monsieur ne veut même pas parler de cette nationalité dès lors que leur candidat en a une autre. Oui, le PDS suit ce débat. Oui. Il vient de l'évacuer au plus vite. Parce que chez eux, je pense qu'ils ont la double ou triple nationalité. Il semblerait que même Karim aurait la nationalité anglaise, hormis celle française et sénégalaise. Donc je pense que la Côte d'Ivoire aussi n'est pas comparable au Sénégal par rapport à ce débat. Et il est heureux que ce soit d'abord tout simplement une proposition. Nous n'en arriverons jamais là, mais je pense que quand même, on ferait très attention à ce que dans ce pays, qu'il y ait un président ayant la double nationalité. Et le président Macky Sall est tellement juste que, si nous nous rappelons, il y avait un ministre qui avait la nationalité allemande. Je pense qu'il a été démis du gouvernement par sa simple faute d'avoir cette double nationalité. Hormis le fait, c'est lié à ça. C'est lié à ça. Hormis cela, je pense que quand même un ministre, on ne lui permet pas d'avoir la binationalité, d'avoir la nationalité étrangère, a fortiori pour le président de la République. Donc je pense que c'est beaucoup plus sérieux que ça. Mais moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que le jour, en tout cas, du vote de cette loi dangereuse, la coalition du Bon Sénégal va mobiliser tous les Sénégalais pour aller à l'Assemblée nationale et un peu s'opposer à ce vote-là, comme ça a été le cas le 19, le 23. Vous avez combien de militants? Donc les Sénégalais vont s'opposer à cette loi dangereuse qui menace même la stabilité du Sénégal. Vous avez combien de militants? Moi, je suis plus populaire que ton président. Vous avez combien de militants? Je suis plus populaire que ton président Macky Sall. Heureusement que vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Il est le président de la République. Oui, Modou-Fall, Bokar a jeté une pierre dans votre jardin. Hein. Ce débat vous met-il mal à l'aise, vous, du PDS? Non, tout au contraire. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, actuellement, ce sur quoi on se base, c'est la loi. Et vous avez lu l'article concernant la double nationalité. L'article 28. L'article 28 concernant la double nationalité. Nous savons que, d'office, Karim a ces deux nationalités de père et de mère. Donc il n'est pas éligible? Non, d'office, parce qu'on a dit exclusivement. Maintenant, le moment venu, c'est quelqu'un qui est déclaré candidat du Parti démocratique sénégalais pour 2019. 2019, c'est pas maintenant. Le moment venu, on débattra sur ça. Et Karim sera, Inch'Allah, au Rabbi, candidat, il sera président de la République du Sénégal. Vous n'avez plus 5 ans si la loi passe. Celui qui avait dit, je vais réduire mon mandat de 7 à 5 ans, et là, il n'est pas loin. Hein. Il n'a pas réduit son mandat. Voilà. Dernier point de notre débat, mesdames et messieurs, c'est cette ambition du président de la République qui caresse le doux rêve de s'en passer. Donc, que le Sénégal se passe de l'aide publique au développement d'ici 5 ans. Alors, je vais démarrer avec vous, Bokar. Pensez-vous que c'est jouable qu'un pays pauvres comme le nôtre puissent se passer de l'aide publique au développement dans un avenir proche? Bon, voilà, je vous remercie. Je vous dirais d'emblée et d'office que c'est jouable. Vous fondez sur quoi? Déjà, je pense que le président, lorsqu'il prenait le pays, on était à un taux de croissance de 1,7%. Nous sommes aujourd'hui à 6,3%. Et les recettes fiscales de ce pays, les recettes fiscales, tourne aux environs de 1000 dollars, 2 milliards de francs, de 1000 milliards de francs CFA. Je ne parlerai même pas de la contribution des Sénégalais de l'extérieur aussi, qui tourne aux environs de 1000 milliards. Mais j'en viens exclusivement au niveau du PSE, qui est le moteur, qui est le référentiel même de la politique économique du président Macky Sall. Et je pense que c'est à partir du PSE qu'il s'est basé pour dire que effectivement le pays pourrait se passer de l'aide au développement dans les 5 années à venir. Il avait parlé de l'autosuffisance alimentaire, plus exactement du riz. Il avait émis le chiffre d'1 million 600 000 tonnes de riz. Oui. Et ça a été largement atteint. Ah bon? Entre autres, je dirais aussi qu'au niveau du Sénégal, nous nous rendons compte de plus en plus que la plupart des projets initiés par le gouvernement sont financés exclusivement par l'État du Sénégal, en grande partie. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau du PSE, où pourtant le reste qui tourne aux environs
12 à 16%. Donc, par rapport à ce tableau de bord économique du pays, je pense que le président a bel et bien raison de dire que le pays pourrait se passer de l'aide au développement dans les 5 années à venir. C'est sur des chiffres vérifiables et sur aussi les voyants économiques même du pays qui lui permettraient quand même de dire de telles assertions. C'est possible parce que aussi, il faudrait comprendre aussi que le président de la République est un adepte du Gëm Sa Bopp. Le pays là, ce n'est pas les étrangers qui vont nous le développer. Ça, il ne faut même pas chercher de midi à 14 heures. Ils participeront, c'est vrai, mais ils ne développeront jamais ce pays. Le développement doit encore être endogène dans ce pays. Et nous nous rendons compte que contrairement au régime précédent, et d'ailleurs, du régime précédent, on s'était rendu compte que lorsque le président Macky Sall était le premier ministre de Maître Abdoulaye Wade, la plupart de ces chantiers ont été réalisés sous son magistère. Donc, aujourd'hui, en termes d'infrastructures, le président est en train de réaliser des infrastructures que Wade n'a pas pu réaliser pendant les 12 ans. Il l'a doublé, triplé. En termes de pistes agricoles, en termes de pistes et de voiries. On parle de du point de vue social, on parle du point de vue social, du point de vue social. Le président se forme des sur le PSE peut-être ont été prises pour dégager cette perspective-là. Des mesures fortes ont été prises quant à la bourse, quant aux bourses familiales, les cartes d'égalité des chances pour les démunis et entre autres beaucoup de points au niveau de la santé, beaucoup de réalisations au niveau de la santé et de l'éducation. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je pense en toute bonne foi que le président l'a dit et il est de bonne foi. Et nous pouvons fermer les yeux, croire que tout à fait il va réaliser ça. Le Sénégal se passe de l'aide au développement. Est-ce un doux rêve, René? Mais je vais commencer par extraire le mot rêve. Vous savez, tant que le rêve est individuel, il devient rêve. Et tant que les collectifs, ils se réalisent. Je pense que nous tous, en tant que Sénégalais, nous avons le même rêve, c'est de sortir du Sénégal de ce pas pour aller vers l'émergence. Et le président Macky Sall, pourquoi il le dit, je pense que c'est normal. C'est un maoïste. Il a cette... vous avez vu ce que Mao Zedong a fait en Chine. Il a transformé ce beau pays qu'est la Chine. Et le président Macky Sall prend comme exemple Mao, mais différemment, avec ce qu'il a fait en parcourant beaucoup de kilomètres, en allant dans les endroits les plus reculés au Sénégal, en allant vers la diaspora. Et si aujourd'hui on parle de la 15e région, de la diaspora, c'est grâce à lui. Et moi je dis simplement par rapport à la couverture maladie universelle, avec la bourse familiale. Et c'était le président Wade qui disait à l'époque, Macky Sall n'allait pas payer les fonctionnaires. Et jusqu'à présent, on paye les fonctionnaires. Donc pour dire, on tend vers l'émergence. C'est le minimum syndical. Mais on est en train... qui ne parvient pas à payer ses travailleurs. On est en train de... Ça, c'est un changement total de paradigme dans ce pays qui existe. Cela n'a jamais été fait dans ce pays depuis 1960 jusqu'à nos jours. Pour dire que le président Macky Sall, ce qu'il veut faire pour le Sénégal, c'est... vous savez, les États-Unis, les États d'Amérique ont été créés par d'autres gens venus du sud de colonies italiennes, françaises, espagnoles. Macky Sall, il veut prendre le Sénégalais, l'amener avec la réforme agraire pour faire des transformations. Et quand on parle du PSE, il y a beaucoup d'axes. On parle du capital humain, des transformations qui peuvent développer l'être humain à aller de l'avant. Surtout le capital humain. Nous, ce que nous misons, on mise sur le capital humain. Cela veut dire que ce qui se fait à Thiaroye va se faire forcément à Diamniadio. Et quand on voit Diamniadio, ça c'est un exemple. Ça a été construit de manière réfléchie. C'est pas comme dans les autres. Il y a des gens que je ne vais pas citer le nom, qui passent tout leur temps à voyager dans les grands hôtels, dans les hôtels à Paris, et ils ne connaissent pas réellement ce que nous faisons pour dire réellement, ça c'est impossible. Pour moi, rien n'est plus dans cette vie. Tout peut s'obtenir si nous avons tous la même foi. Et je demande à ce que Djoubonti, à ce que Modou accompagne le président Macky Sall. C'est des jeunes très engagés. Votre place est avec nous, mais pas dans l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de construire le pays avec des gens. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes des gens dignes et vous avez quelque chose en vous. On peut faire un débat, ne pas avoir la même vision des choses. Peut-être les chemins empruntés sont différents, mais nous aimons tous le Sénégal. Je sens en vous cet amour pour le pays. Mais je pense que vous devez proposer, comme vous l'avez dit tantôt, vous proposez pour le pays
Et nous tous, on peut accompagner le président. Même vous, en tant que journaliste, vous avez un rôle à jouer, à montrer ce que nous faisons dans le PUDC, dans le Puma à venir et dans beaucoup de chantiers pour dire que si on reste seulement à Dakar, on ne va pas connaître ce que vivent nos parents paysans. Je pense que Macky Sall, de par son quelque amour... chose et les populations vont le ressentir. Vous n'avez pas besoin de ce matraquage médiatique-là pour prouver que vous travaillez. Mais vous savez, sans la communication, on ne peut rien faire. Il faut vulgariser. C'est un autre débat de René Pierre. Alors, Pierre, oui, moi, se passer de l'aide publique au développement. C'est possible. Oui. C'est possible et j'avoue que le président Macky a de bonnes idées, mais son problème, c'est la mise en œuvre. Il nous avait promis l'autosuffisance en riz en 2017. On est à 4 mois de 2017. Donc on attend toujours. Pour se passer de l'aide publique au développement, ce serait difficile. Il faudrait que le président Macky Sall revoie également ses emprunts obligataires, ses soukouk et ses eurobonds. Depuis qu'il est au pouvoir, l'emprunt obligataire dépasse pratiquement les centaines de milliards. Mais écoute, presque plus de 300-400 milliards d'emprunts obligataires, c'est trop. En plus, vous savez, en 2014, le stock de la dette publique était estimé à 4112 milliards de francs CFA, la dette publique. Oui. Aujourd'hui, la dette intérieure, en 2014, le dernier stock, est estimé à 1065 milliards. Il faudrait régler ce gap-là. Et actuellement, le Sénégal est en train de s'endetter, mais dangereusement. Les générations futures, dans 25 ans, 30 ans, mais ce sera extraordinaire. Nous aurons passé tout notre temps à rembourser des dettes. Et ça, c'est vrai. Donc, il faudrait également que le train de vie de l'État soit réduit et qu'il renonce à ses fonds politiques. Les 11 milliards de fonds politiques, c'est vraiment trop. Il faudrait qu'il revoie ça et qu'il réduise ça jusqu'à, par exemple, 1 à 2 milliards de francs CFA par an de fonds politiques. Dès son accession au pouvoir, le président a supprimé 59 agences. 11 milliards, c'est trop. Il a supprimé 5 agences. Oh, mais ça, non, il supprime 5 agences et crée 20. C'est ça le problème. Non. Il a actuellement plus de 150 ministres. Moi, je l'ai vu sur le site Dakaractu. 150 ministres. Il nous avait promis 25 ministres. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'il réduise le train de vie de l'État et qu'il renonce à ses fonds politiques. Le train de vie de l'État a été drastiquement réduit. Nous avons fait une conférence de presse. Nous avons proposé au président de la République, parce que du Sénégal fait également des propositions. Nous lui avons demandé de louer les bases militaires données aux Français, aux Sénégalais et aux Américains, de leur louer ça, parce que le Djibouti fait ça. Il faut qu'ils louent ça. Les militaires français ne payent pas d'impôts, ils ne payent absolument rien, et les militaires américains, il faut qu'on leur loue ces bases-là, pour qu'au moins le Sénégal puisse gagner quelque chose pour financer l'éducation, la santé et autres. Parce que franchement, au-delà de tout, les Sénégalais sont fatigués. Je reprends la phrase de Kéba Mbaye. Les Sénégalais sont fatigués, ils sont trop fatigués, plus fatigués aujourd'hui qu'hier. Il n'y a pas de perspective. Ah bon? Vous nous bombardez de chiffres, de pourcentages, Depuis de quand vous n'avez pas entendu de hausse de gaz, de hausse de riz, de hausse de sucre et entre autres? Mais permettez-moi de vous dire que le président Massa, comment les gens l'appellent? C'est le président. Vous êtes du côté du pouvoir, vous devez être vraiment calme, serein. Non, il ne s'agissait pas d'être calme. Moi, je vois que vous dans ce débat, nous débattons, il y a les Sénégalais qui nous écoutent. Nous sommes tenus quand même de dire les choses telles qu'elles sont. Et la vérité voudrait que quand même, reconnaissez quand même que l'État, depuis que le président est au niveau à la tête de ce pays, il n'y a pas eu de hausse au niveau des denrées de première nécessité. Et comment ça s'est passé pour juguler tout ça? Ce n'est pas l'État qui subventionne au coût de 8 milliards par an. Je peux parler. En s'endettant. Le problème, ce n'est pas un problème de hausse de denrées de grande consommation ou autre. Mais c'est le pouvoir d'achat des Sénégalais qui s'est drastiquement baissé. La baisse des impôts sur les revenus des salaires. Qu'est-ce que ça a engendré? Diminution du train de vie de l'État, le coût téléphonique qui était à des milliards. Nous n'allons pas être là. Êtes-vous au courant que les ministres du président Macky Sall utilisent des cartes téléphoniques pour appeler? Autant de watts, c'était impensable. Mais ça, les gens dépensaient beaucoup d'argent juste pour le téléphone. Vous savez, l'efficacité... Nous avons beaucoup économisé en termes d'argent pour le téléphone. René, vous savez, l'efficacité dépend également des moyens que nous avons. Moi, je ne suis pas d'accord que les ministres utilisent des cartes crédit pour leur travail, pour servir le pays. Ça, c'est de la démagogie. Ce n'est même pas sérieux. C'est des lignes. Ce n'est même pas sérieux. Le ministre, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. On doit lui donner des moyens pour travailler pour le Sénégal. Mais acheter des cartes crédit, des CEDO dans la rue pour dire que vous travaillez pour le pays. C'est des lignes escomptées. C'est vraiment... C'est des lignes escomptées. C'est des lignes escomptées. C'est des lignes escomptées. C'est des lignes escomptées. Vous-même, vous savez. C'est Ndiong. Ndiong, s'il vous plaît. Ndiong.
le débat que nous sommes en train de faire est très sérieux. Oui, très sérieux. Vous savez, le monde rural souffre. Ça, il faut le reconnaître. C'est pas parce que c'est pas parce que vous êtes avec le président Macky Sall. C'est pas parce que vous êtes du côté du pouvoir que vous n'acceptez pas les critiques. Pas parce que vous allez dans la rue, aujourd'hui, il y a 5... Mais quand même, reconnaissez ce qui est en train de se faire. D'accord. Vous venez là de dire que le monde rural est en train de... Qu'est-ce que le PUDC est en train de faire pour le monde rural? Allez-vous à Madahoun pour connaître ce que les gens sont en train de vivre. Les gens sont en train de dire Alléluia, vive le président Macky Sall, avec les machines, à pileuses et beaucoup de choses que nous faisons, les machines à moissonneuses. Et récemment, nous avons reçu beaucoup de machines pour le monde rural. Et ce que le PUDC fait aujourd'hui, ça c'est des exemples à saluer. Et je n'ai pas entendu de votre bouche dire que nous saluons le président Macky Sall pour certains actes. C'est un nihiliste. Je pense qu'il y a des choses, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Macky Sall, comme je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille modeste. Il connaît les Sénégalais. Il a vécu. Il a été à l'université, il a fait ses preuves au Sénégal. Il n'a jamais été... Je peux continuer. Allez-y. Moi, ce que je dis, ça dépasse la personne du président de la République. Là, je suis en train de m'adresser aux Sénégalais. Je pense pour faire, comment dirais-je, la géopolitique d'un pays, il faut commencer par le président de la République, pour voir son vécu, sa famille, qu'est-ce qu'il a fait, son origine. Vous savez, actuellement, il y a 50 000 talibés dans les rues de Dakar. Récemment, le président a pris la décision de combattre ce fléau. Pas parce que c'est quelque chose qui est réel en lui. Nous avons appris 2 jours avant cette décision que les États-Unis ont sorti un rapport pour décrire cette situation-là. Ça, c'est un fait marquant qui prouve effectivement que le Sénégal est dans une mauvaise passe. Nous faisons partie des 25 pays les plus pauvres dans le monde. Mais nous avons le satisfait de la Banque mondiale et du FMI. En Afrique. Nous avons le satisfait de la Banque mondiale et du FMI. Vous savez, l'avis de Modou Fall sur la question. Voilà, c'est là où il a terminé. Parce que lui, il parle actuellement de satisfait de la Banque mondiale et du FMI. Ce qui est regrettable pour un pays qui veut éliminer la dette publique au développement. Parce que la dette publique, nous, on est en train de parler de dette publique au développement. Ah oui? Ça veut dire quoi? C'est aide publique ou dette publique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle de financement. On ne parle pas de projet. C'est bien beau d'avoir des projets. C'est bien beau d'avoir... des moteurs de croissance. Voilà, bon, écoutez-moi, s'il vous plaît, parce que moi, en général, et les niches quand les gens se parlent, j'écoute. Pourquoi? Parce que tout simplement, étant un scientifique, je me base toujours sur des chiffres. Littéraires. Ouais. Donc les chiffres, c'est quoi? Donc il y a une dernière enquête de l'ANSD à l'écoute du Sénégal. Cette enquête qui a été publiée a montré que 57% des Sénégalais sont pauvres. Et sur ces 57% des Sénégalais pauvres, les 45,7% sont très pauvres. Ça, c'est la réalité. C'est ce que les Sénégalais sont en train de vivre actuellement. Maintenant, pour parler des APD, le président Abdoulaye Wade, si vous vous rappelez, dans son plan Oméga, avait commencé à théoriser sur comment faire pour éliminer l'aide publique au développement. Et si vous lisez le livre écrit par Moustapha Kassé, vous allez voir qu'en préface, Abdoulaye Wade expliquait déjà donc, les mécanismes possibles pour éliminer cette aide publique au développement. Pourquoi? Parce que nous sommes tous d'accord que ce n'est pas l'aide ou encore les prêts qui vont faire développer un pays. Ça, nous sommes tous d'accord sur ça. Et que pour que le Sénégal puisse émerger, il va falloir se passer de ce type d'aide publique au développement. Maintenant, si on regarde bien, je vous conseille d'aller lire, hein, c'est un livre intéressant, donc le NEPAD et les enjeux du développement de l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Abdoulaye Wade, déjà, s'était dit qu'il n'était pas possible pour l'Afrique, parce que en tant que panafricaniste, hein, parce que je ne pense pas qu'il sera possible pour un pays, d'éliminer complètement l'aide publique au développement. Par contre, en parlant global, parler global, c'est quoi? Par les zones. Nous savons que l'Afrique a 5 zones. Nous, on est dans la zone ouest. Si on parle de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique, là, on peut penser globalement éliminer l'aide publique au développement. C'est ce que Abdoulaye Wade avait proposé. Et si on regarde le projet du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement, l'idée c'était ça. L'idée c'était de se passer de l'aide publique au développement pour aller vers le secteur privé. Je pense que le contexte même qui a poussé le président de la République à projeter cette ambition, c'était ce contexte. C'est parce que
on était en train de travailler sur l'enquête pour les entreprises de l'ANSD. Ça veut dire que c'était dans cette logique. Et le président Abdoulaye Wade avait à l'époque, ça c'était en 2001, donc avait à l'époque dit que le NEPAD, en réalité, c'est de très bonnes idées qui doivent forcément s'appuyer sur le secteur privé et non sur le binôme. Il avait appelé un binôme infernal, hein, et non sur le binôme infernal dont crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les pays qui se sont développés, il n'y a pas un seul pays au monde qui s'est développé, hein, en s'appuyant sur cette aide publique au développement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, à notre niveau, il est possible de réussir ça. Mais par rapport au contexte actuel, parce que Abdoulaye Wade aussi avait posé une question. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu de réponse par rapport à cette question. Je vous explique. Moi, je suis dans le contexte. Alors que vous, tout à l'heure, vous n'étiez pas dans le contexte. Je pense que vous êtes nostalgique d'une gloire périmée. Non. Vous êtes nostalgique d'une gloire périmée. Écoutez, tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que vous êtes en train de dire, hein, sur les APD, hein, c'était déjà dit et il y avait une projection pour Wade. Et je pense que c'est dans la continuité parce que acceptons tout de même que Macky Sall est l'élève de Wade. Et que cette philosophie, cette idée d'éliminer cette aide-là... Et cet élève a détrôné le maître. Bon, du point de vue politique. Mais en tout cas, acceptons. Moi, je parle... Moi, en général, quand je participe à un débat, je parle du thème, les thèmes qui sont abordés. Et je ne sors pas de ce cadre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce problème souligné est tellement sérieux pour nous autres Africains. Abdoulaye Wade avait posé une question pour dire, est-ce qu'il existe actuellement une étude ou des prévisions pour éliminer complètement l'endettement de nos pays? Ça n'existe pas. Maintenant, comme il n'existe pas de mécanisme pour éliminer l'endettement, et que si on regarde bien les courbes en termes d'aide, l'aide ne fait qu'augmenter et que d'ici 2000, il y a des statistiques, hein, qui montrent que d'ici 2018, ça va augmenter. Maintenant, la question qu'on se pose, du point de vue de la logique et du bon sens, comment peut-on réduire dans un temps record, en moins de 5 ans, n'est-ce pas, une aide qui ne fait qu'augmenter. Et que dans les projections, cette aide va augmenter jusqu'à 2018, donc qui est la date indiquée. Et dans l'autre côté, on signe les APE. Voilà. Ou bien on veut signer les APE. En tout cas, merci à tous les quatre. Merci à Moutban de Djoubanti Sénégal, Modou Fall, président du mouvement Degoumo Wor, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, René Pierre Yeoumé, président du MODER, mouvement pour la défense de la République. Il est également militant de l'APR. Bokar Ndjong est le coordonnateur du mouvement CAP Émergence. Merci à tous les quatre. Mesdames et messieurs, ce soir, nous allons vous proposer à partir de 22h50 la cérémonie de l'ouverture officielle des JO Rio 2016. Pour ma part, je vais vous retrouver dimanche prochain dans l'émission Franc Parler. Au lieu de 15h, vous allez nous retrouver à 18h. Parce qu'à 15h dimanche, il y aura justement le match Sénégal-États-Unis dans le cadre des JO. Dimanche, nous avons le plaisir dans l'émission Franc Parler de recevoir Moussa Touré, ancien ministre des Finances du Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Au revoir.